Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Bonjour, merci Henri Laridon, merci amis et collègues de venir ici. Je vous remercie de l'invitation de faire partie de cette réunion importante. Je regrette beaucoup de ne pas savoir vous parler entièrement en français, mais je crois qu'il serait plus facile pour vous si je parlais en anglais. Je vais essayer de parler lentement et clairement, en cas qu'il y a ici des gens d'Oxford ou de Cambridge. Je vous invite à me poser des questions en français et je vais essayer de répondre en anglais. Merci de votre patience. J'aimerais aborder le sujet de la population humaine d'ici à 2050 et je vous parlerai des problématiques ainsi que des opportunités. Le message le plus important que j'ai à transmettre est le suivant. Il n'est pas logique d'isoler le concept de population du concept d'économie, d'environnement ou de culture. Je vous demande de bien vouloir regarder cette image comme un tétraïde, c'est-à-dire une base de triangle avec une pointe en haut, l'économie, la culture, l'environnement et la population. Si vous êtes économiste, merci de bien vouloir mettre l'économie en haut du triangle, à la pointe du triangle. Et si votre domaine d'expertise est l'écologie, eh bien mettez l'écologie en haut de ce triangle. Si vous êtes politicien, si vous êtes juriste ou si vous êtes anthropologue ou humaniste, eh bien je vous demande de bien vouloir mettre la culture en haut du triangle. Mais n'oubliez jamais que ces 4 domaines interagissent entre eux. Donc, si vous entendez parler de solutions à tout problème humain qui se concentre uniquement sur la population ou l'économie ou l'écologie ou la culture uniquement, eh bien, ne vous laissez pas abuser. C'est vraiment là mon message le plus important aujourd'hui. Souvenez-vous de ces 4 sujets, la population, l'économie, la culture et l'environnement. J'aimerais donc vous présenter donc le sujet de ma présentation. Alors bien sûr, c'est extrêmement ambitieux pour 30 minutes uniquement. Alors tout d'abord, je vous parlerai de l'historique en termes de population, d'économie, d'environnement et de culture. Ensuite, les tendances d'ici à 2050 en ce qui concerne la population et ensuite les opportunités, ce que nous pouvons faire dès maintenant. La population dans le passé, l'historique. D'ailleurs, je vais vous soumettre à un examen dans 24 heures, demain matin, à 10 heures. Posez-vous la question, s'il vous plaît. Quels sont les 4 mots-clés qu'il a cités? La population, l'économie, l'environnement et la culture. Si vous êtes en mesure de vous souvenir de ces 4 mots-clés demain matin à 10 heures, eh bien, vous allez avoir 20 sur 20. Au cours des 2000 dernières années, la population humaine est passée d'environ 1/4 de milliard de personnes à environ 6,8 milliards de personnes.
plus de 5/6 de cette croissance de la population au cours des 12 000 dernières années s'est passée depuis la révolution agricole, c'est-à-dire au cours des 200 dernières années. Cette croissance est-elle exponentielle? Je vous pose la question. Que veut dire une croissance exponentielle? Il s'agirait d'une période constante que vous pouvez doubler. Par exemple, si vous avez un compte d'épargne à 3%, eh bien, il double tous les 3 ans. $1 devient... ou 1 euro plutôt, devient 2 € après 23 ans, 2 passe à 4 après 23 ans et ensuite 4 passe à 8 après 23 ans. Donc voici la définition de ce qu'est une croissance exponentielle. Parlons maintenant de la croissance humaine. Alors il y a 2000 ans jusqu'en 1800, donc voilà la période nécessaire pour passer d'un quart de milliard à un demi-milliard. Et ensuite, on est passé de un demi-milliard à 1 milliard en l'espace de 300 ans, c'est-à-dire de 1500 à 1800. C'était une période qui suivait la découverte du Nouveau Monde et il y avait beaucoup d'agriculture qui était importée de ce Nouveau Monde, et particulièrement le maïs et la pomme de terre. Et ensuite, on est passé de 1 milliard à 2 milliards en l'espace de 100 ans environ, après la révolution industrielle. Et ensuite, le doublement suivant est intervenu de 2 à 4 millions en l'espace de 44 ans après la découverte des antibiotiques et la mise en place de mesures d'hygiène publique et particulièrement l'utilisation du masque. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il s'agit là d'une croissance exponentielle? Non, c'est super exponentiel, c'est surexponentiel en fait. Le taux d'intérêt de ce compte d'épargne a augmenté autant que le bilan du compte. Alors, si vous avez une banque qui vous offre ce type de taux d'intérêt, je serais très intéressée pour y déposer mon argent. Et le doublement suivant est intervenu en l'espace d'une quarantaine d'années. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 50 dernières années de cette histoire de 2000 ans. Les 50 dernières années. Donc voici donc le taux d'intérêt, c'est-à-dire le pourcentage de croissance par an depuis 1950 jusqu'à 2000. La population a connu un taux de croissance qui a atteint son maximum de 2,1% environ dans les années 1965. Et ensuite, cette croissance a diminué. Donc, la croissance n'est plus ni exponentielle ni surexponentielle. C'est-à-dire que c'est une croissance qui a véritablement diminué de manière importante au cours de ces 50 dernières années. Donc, voilà le pic qui est l'événement le plus important de l'histoire humaine. Personne ne savait qu'il allait se produire, quand est-ce qu'il allait se produire, et on ne sait pas encore véritablement pourquoi ce pic s'est produit. Nous avons bien sûr des théories, cependant. Nous savons que nous devons tenir compte de 3 composantes dans le monde. Il y a les pays riches qui ont des taux de croissance qui se réduisent, qui se sont réduits au cours des 2,5 derniers siècles. La fertilité a commencé à baisser en France environ dans les années 1750, lorsque les nobles ont commencé à réduire leur taux de fertilité, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes à soumettre à l'impôt de manière à pouvoir soutenir donc le niveau de vie pour leur progéniture. Dans les pays pauvres, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque il y a eu une augmentation de la santé publique, le taux de croissance a augmenté, et puis ensuite les personnes se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas besoin d'engendrer 8 enfants de manière à garantir que au moins 2 d'entre eux survivraient pour prendre soin d'eux lorsqu'ils vieilliraient. Ce qui veut dire que les pays les moins développés, lorsqu'ils ont passé ce pic, le reste du monde a suivi finalement, parce que bien sûr ce sont les pays pauvres qui représentent la plus grande partie des pays du monde. La troisième composante, ce sont les pays les moins développés.
Et si vous regardez leur taux de croissance, eh bien c'est un taux de croissance qui reste encore très élevé. Nous avons donc maintenant parlé de l'historique de la population. Maintenant, parlons de l'environnement. Alors, regardons surtout le XXe siècle. Les tonnes de carbone émises par l'être humain, et ici je parle des carburants fossiles, de l'agriculture également, eh bien, ces émissions ont augmenté d'un demi-million de tonnes par an à 7,3 millions de tonnes par an. Ce qui veut dire que nous avons un ratio d'augmentation de 15. En ce qui concerne les prélèvements d'eau, nous sommes passés de 0,5 km3 à 4 km3, ce qui veut dire que cela représente environ la moitié de la totalité des eaux disponibles, ce qui veut dire que nous avons un taux de croissance de 8, un ratio de 8 pour ce XXe siècle, ce qui ne sera plus jamais possible puisqu'on avait déjà utilisé la moitié des eaux douces disponibles. En ce qui concerne les émissions d'azote, eh bien nous avons ici une augmentation avec un taux de 20. En ce qui concerne la population, eh bien nous sommes passés de 1,6 à 6,1 milliards, donc un taux de croissance de moins de 4. Ce qui veut dire que si vous regardez donc les taux de croissance de ces impacts environnementaux, ce qui concerne l'azote, l'eau et le carbone, eh bien, ces taux de croissance sont plus élevés que le taux de croissance de la population. Ce qui veut dire que le taux de croissance de la population est un problème, mais ça n'est pas le seul problème. Alors, quels sont les impacts de ces changements, ces évolutions? Ici, vous avez donc le nombre de personnes par kilomètre carré, et ici, vous avez le pourcentage d'habitat naturel qui reste et qui reste disponible dans 63 pays à revenus bas. Et vous voyez de manière très claire ici que lorsque la densité de population augmente, eh bien, le taux de disponibilité d'habitat naturel diminue, ce qui veut dire que les espèces qui dépendent de ces habitats naturels pour leur survie, eh bien, vont également souffrir et donc réduire leur volume de population. Alors, il y a ici à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Et par exemple, si vous êtes donc dans un pays qui a une densité de 100 personnes par kilomètre carré, c'est une densité qui est plus élevée que la densité de population dans le monde des pays riches au total. Ce qui veut dire que on parle ici d'environ 24 pays, avec la France, le Canada, les États-Unis y compris. Ici, vous voyez eh bien, il y a encore beaucoup d'habitats naturels disponibles. C'est également le cas ici, ce qui veut dire qu'il y a différentes manières de s'adapter à la densité de population. On peut effectivement préserver plus ou moins des habitats naturels. Nous avons donc maintenant parlé de la population, de l'environnement. Parlons maintenant de l'économie. Au XXe siècle, le PIB par personne mesuré sur la base des dollars de 1990, Gary Kamis, est passé de 1,263 à 5,204 dollars, ce qui veut dire que vous avez une augmentation avec un facteur de plus de 4. En ce qui concerne la population, ce taux de croissance était plus bas que 4. Donc si vous prenez 4 fois 4, ça vous donne 16. Alors que le PIB mondial a augmenté par un facteur de 16, de 2 trillions de dollars à 32 trillions de dollars. C'est véritablement l'une des augmentations les plus importantes en ce qui concerne l'économie. Alors, comment est-ce que l'on peut relier ça aux chiffres de la population ? Généralement, les revenus ont augmenté plus rapidement dans les régions où la population a connu une croissance plus lente. Regardons par exemple l'Afrique. Vous voyez ici cette ligne horizontale. Il s'agit d'un multiple de la population dans les années 1950. En Afrique, vous avez une augmentation de 3,5 au cours de 50 ans. En ce qui concerne le revenu par personne, toutefois, eh bien, il y a eu une augmentation presque inexistante. Alors, qu'en est-il de l'Europe? L'Europe où nous avons le privilège de vivre
vivre. Eh bien, nous avons donc une augmentation d'environ 15% de la population uniquement, avec une augmentation des revenus par personne qui était exponentielle. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, il y a également eu une augmentation, mais pas autant. Même chose pour l'Amérique latine. Ici, la Chine a changé de tendance et vous voyez en fait que cela démontre que effectivement dans les pays on peut avoir des changements de tendance. On peut passer d'une croissance démographique à une croissance économique. En Inde, on a l'impression que la tendance est actuellement la même, mais nous verrons. Nous avons donc parlé de la population, de l'environnement, de l'économie et parlons maintenant de la culture. Quel est l'événement culturel le plus important du XXe siècle? Selon moi, eh bien, c'est l'accès à l'éducation primaire qui s'est élargi partout dans le monde. Alors, nous avions dans les années 1900 des niveaux d'éducation très bas, alors qu'en 2000, eh bien, vous voyez que ces niveaux d'accès à l'éducation ont largement augmenté, à part pour la région de l'Afrique subsaharienne. Où les enfants, lorsqu'ils sont scolarisés, s'ils sont scolarisés, n'apprennent pas grand-chose. Alors, qu'en est-il de la population mondiale aujourd'hui? 6,7 milliards de personnes en 2008, dont 5,5 milliards sont pauvres et 1,2 milliard sont riches. Vous voyez ici les chiffres. Alors, quelques chiffres importants ici. Dans le monde des pays riches, personne ne vit avec moins de $2 par jour. Ici, ce qui représente environ 1,5 €. Et ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre avec 1,5 € en poche dans les pays riches aujourd'hui. Dans les pays pauvres, 48% des personnes vivent avec moins de $2 par jour. Ce qui veut dire que ici, l'on parle même d'un équivalent d'1,5 € par jour. Et ceci prend en compte les différences de prix. Par exemple, si vous allez chez le coiffeur, vous pouvez payer 10 cents à Mumbai, 10 $ à New York. Eh bien, nous avons pondéré ces chiffres lorsque nous avons tenté d'évaluer les revenus ici. Dans les pays riches, la densité de population par kilomètre carré est d'environ 27, alors que dans les pays pauvres, eh bien, c'est 66. Ce qui veut dire que dans les pays pauvres, nous avons une densité de population bien plus importante que dans les pays riches. Et la population urbaine est moins représentée dans les pays pauvres, alors que dans les pays riches, 74% de la population est une population urbaine. Ce qui veut dire que dans les pays pauvres, eh bien, il y a plus de personnes qui sont directement dépendantes de l'environnement pour leur survie. Ce qui veut dire que pour eux, l'environnement est plus important que pour nous en termes de survie. Alors, voici ici la situation économique. Les 1% de la population mondiale dispose de 40% de la richesse mondiale. Ce qui veut dire qu'il y a plus de personnes qui vivent dans une pauvreté absolue aujourd'hui par rapport à 1900. En 1900, il n'y avait que 1,6 milliard de personnes. Aujourd'hui, eh bien, nous avons 2,7 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour. Donc, ça veut dire que la moyenne a augmenté, mais il y a quand même plus de personnes qui vivent dans la misère. Est-ce que nous avons suffisamment pour nourrir toute la population mondiale? Oui, nous produisons 2 milliards de tonnes de céréales par an, ce qui nous permettrait d'alimenter 10 milliards de personnes sur la base d'un régime adéquat. Mais pour 3 kilos consommés par l'être humain, eh bien 2 kilos de céréales sont destinés à l'alimentation des animaux de manière à pouvoir produire de la viande pour la consommation des pays riches. Donc le problème n'est pas en termes de
capacité à produire l'alimentation, mais en termes de choix économiques, en ce qui concerne ce que nous voulons faire avec cette nourriture que nous produisons. Nous avons 0,9 milliards de personnes qui sont en malnutrition chronique, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout capables, par exemple, de se tenir debout comme je le fais aujourd'hui pour s'adresser à d'autres personnes. Alors ici, je vous redonne ce petit schéma de manière à bien garantir que demain, eh bien, vous aurez 20 sur 20 à votre examen. La difficulté fondamentale lorsque nous parlons de l'avenir, eh bien, c'est que la population interagit avec l'économie, la culture ainsi que l'environnement. La culture, l'économie, l'environnement sont des éléments aussi difficiles à projeter dans l'avenir que la population. Alors, que fais-je? Eh bien, j'utilise donc ma boule de cristal et j'essaie de prédire sur quoi tous les démographes compétents sont d'accord. Alors ici, vous voyez en fait les différents sujets sur lesquels je vais me concentrer et puis les sujets d'incertitude également. D'ici 2050, la population mondiale aura augmenté. Par contre, la croissance sera plus lente, la population sera plus vieille et plus urbaine. Alors, la question est de savoir si les 2 à 4 milliards de personnes supplémentaires seront riches ou pauvres. Et bien sûr, cela dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Le taux de croissance d'ici 2050 dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Les personnes âgées seront plus ou moins potentes et ce en fonction, encore une fois, des choix que nous faisons aujourd'hui. La qualité des villes du monde de 2050 dépendra également des choix que nous faisons aujourd'hui. Ce qui veut dire que toute action aujourd'hui est un choix de création du monde dans lequel nous vivrons en 2050. Ce n'est pas un élément déterministe, c'est un élément d'influence et j'en reparlerai. Alors, en ce qui concerne l'avenir, nous avons des incertitudes. Nous ne savons pas, en fait, quelles seront les migrations internationales. À mon avis, cette migration va augmenter de manière importante. Nous aurons de plus en plus de migrations depuis le monde pauvre vers le monde riche. Qu'en est-il des familles et des foyers? À mon avis, les familles vont être transformées ainsi que les foyers. Et nous en parlerons si nous en avons le temps au cours de la séance de questions-réponses. Ici, vous voyez donc l'historique de la population mondiale jusqu'à environ 2005. Si le taux de fertilité d'aujourd'hui continue sur la même tendance jusqu'en 2005, eh bien nous allons suivre cette courbe noire, c'est-à-dire que nous allons atteindre 11,9 milliards de personnes d'ici 2005. Mais tout le monde pense que cette fertilité va continuer à se réduire. Et si c'est véritablement le cas, eh bien nous pensons que nous atteindrons environ 9,2 milliards de personnes. Alors ici, il s'agit de la projection médiane des Nations Unies. Toutefois, si les femmes et les hommes du monde choisissent d'avoir un demi-enfant de plus par couple, eh bien, d'ici à 2050, la population aura augmenté pour atteindre en 2050 10,8 milliards de personnes, ce qui veut dire 1,6 milliard de personnes de plus. Toutefois, si les femmes et les hommes choisissent d'avoir un demi-enfant de moins, eh bien, la projection serait de 7,8 milliards. La différence entre 7,8 et 10,8 est de 3 milliards de personnes. Une population totale pour le monde en 1960 finalement. Eh bien, cela représente la différence en termes de fertilité de un enfant par femme entre maintenant et 1950. Donc la question est de savoir dans quel monde souhaitons-nous vivre en 2050. C'est un choix. Nous anticipons une croissance toujours lente aux États-Unis. Donc ici, vous voyez les projections médianes et basses des Nations Unies. En Europe, nous attendons un pic avec ensuite une réduction, un déclin.
En Chine, donc c'est le pays le plus peuplé du monde, nous pensons que la Chine va continuer à augmenter et ensuite ça va se stabiliser. En Inde, eh bien nous pensons que la population va surpasser celle de la Chine et l'Afrique, qui n'est pas un pays mais un continent, eh bien nous attendons donc une augmentation qui dépassera celle de la Chine et de l'Inde. Alors, ça, c'était pour donc l'augmentation de la population. Maintenant, la lenteur de la croissance. Donc, nous pensons en fait que les taux de croissance vont continuer donc à décliner. Ici, vous voyez en fait que eh bien, les courbes convergent. Alors, tout cela est basé sur une hypothèse, mais nous ne pouvons pas dire à quel point cette hypothèse est réaliste. Cette année, nous avons environ 79 millions de personnes en plus par an. D'ici 2050, nous pensons que nous pourrions ajouter 31 millions de personnes. Aujourd'hui, 95% de la croissance se fait dans les pays en développement. D'ici en 2050, les pays riches vont diminuer de 1 million de personnes par an. Ensuite, dans les moins développés, eh bien, nous aurons donc 19 millions de personnes en plus par an. Et dans les véritablement moins développés, nous aurons 13 millions de personnes en plus par an. Donc voilà en fait pour la réduction de la fréquence de la croissance, du rythme de la croissance. Alors quelles sont les conséquences logiques? Alors si vous regardez donc les personnes qui sont en âge d'aller à l'université, c'est-à-dire entre 15 ans et 24 ans, d'ici à 2050, entre 2005 et 2050 véritablement, eh bien cette catégorie de la population va augmenter de 3%. Nous qui vivons dans les pays riches, nous allons connaître une réduction de 19%, donc 1 sur 5. Dans les pays les moins développés, moins 9%. Et dans les pays véritablement moins développés, nous allons assister à une augmentation de 86%. Donc si on est dans une guerre, où va se trouver l'avantage? Donc on a parlé d'une population qui va augmenter, mais qui va augmenter à un rythme plus lent. Et maintenant, nous allons parler du vieillissement de la population. À partir de maintenant, nous savons que dans le monde, eh bien, nous aurons moins de jeunes que de vieilles personnes. Le pourcentage de personnes dans le monde qui ont de 0 à 4 ans eh bien, a connu un pic en 1960 et nous avons ensuite vu une diminution de 10% et nous anticipons une baisse de 7% d'ici 2050. La part de la population qui a plus de 60 ans est passée de 8% à 10% en 2000 et nous anticipons que ce chiffre va monter à 23% en 2050. Ce qui veut dire qu'en 2050, nous aurons 3,5% de plus de personnes vieilles par rapport à la part des enfants. Alors, en ce qui concerne le vieillissement est le résultat de deux réussites, c'est-à-dire le fait que nous avons une fertilité qui a diminué, mais une durée de vie qui a augmenté. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse au vieillissement lorsque je parle d'environnement? Eh bien, les différentes catégories de population ont, en fonction de leur âge, des impacts différents. Par exemple, aux États-Unis, si vous regardez l'âge de la personne, eh bien, vous voyez que eh bien, cette personne, avec l'âge, va utiliser moins les transports qu'une autre personne. Et c'est la même chose en termes d'énergie résidentielle utilisée par personne qui, elle, augmente. Ce qui veut dire que nous devons nous concentrer sur la mise en place d'habitations qui seront plus efficaces d'un point de vue énergétique. Donc, la démographie peut servir de guide en matière de choix à faire pour résoudre les problèmes environnementaux, effectivement. Alors, c'est la même chose en Chine et en Inde qu'aux États-Unis. Ce sont deux pays qui, à eux seuls, représentent plus de 40% de la population mondiale. Et lorsque vous regardez l'augmentation de l'âge des personnes, eh bien, vous voyez qu'elle est corrélée à une augmentation de l'utilisation de l'énergie en Chine ainsi qu'en Inde. Donc, comme je le disais, une population plus importante qui croît à un rythme plus lent et qui devient également plus urbaine.
et qui est également plus vieille. Donc en 2000, nous avions 3 milliards de personnes qui étaient rurales, 3 milliards urbaines. D'ici à 2050, nous aurons 3 milliards de personnes rurales et 6 milliards urbaines. Donc 6 milliards dans les pays pauvres, donc en ce qui concerne la population urbaine. Entre maintenant et 2050, eh bien, nous allons devoir construire l'équivalent d'une ville d'1 million de personnes tous les 5 jours dans les 41 années à venir. Si vous ne croyez pas en ces chiffres, eh bien, prenez le nombre de personnes supplémentaires dans les villes et divisez-le par le nombre de semaines qui restent d'ici 2050. Et donc, vous regardez 41 ans avec les 52 semaines par an, eh bien, vous vous rendez compte qu'en fait, ça fait 20 000 semaines d'ici à 2050. Et 2,5 millions de personnes, ça fait 2500 en ville d'1 million de personnes chacune. Donc l'arithmétique nous permet de dire que tous les 5 ans, nous allons devoir construire une ville qui accueillera 1 million de personnes. Tous les 5 jours, pardon, qui accueillera 1 million de personnes. Alors certaines villes sont plus efficaces que d'autres zones plus rurales. New York, la ville où je vis, eh bien, nous avons 29% d'émissions de gaz à effet de serre de plus que le reste du pays. Même chose en Chine ou en Inde. Et donc, la croissance des villes peut également avoir pour conséquence, eh bien, le fait que nous aurons moins de terres agricoles. Alors, vous voyez ici un exemple de ville qui est très proche d'une terre agricole. Nous avons parlé de l'historique, nous avons parlé de l'avenir. Je n'ai pas parlé de famille et de migration parce qu'il n'y a pas de certitude par rapport à cela, mais parlons maintenant des opportunités. J'aimerais, dans les 3 minutes qui me restent, résumer 2 opportunités. Tout d'abord, l'éducation secondaire, au niveau secondaire, qui doit être un accès universel. Les études empiriques démontrent que les femmes éduquées, en moyenne, ont des enfants plus tardivement dans leur vie, ont moins d'enfants et elles assurent mieux la survie des enfants auxquels elles donnent naissance. Alors bien sûr, ici vous voyez les avantages démographiques, mais également il y a une caractéristique morale importante qui est liée à l'éducation et particulièrement au niveau secondaire. Lorsque vous avez une bonne qualité d'éducation, eh bien les femmes recherchent cette éducation pour la valeur qu'elle représente elle-même. Lorsque les femmes ont accès à l'éducation de niveau secondaire, eh bien il y a beaucoup moins de femmes entre 15 et 19 ans qui deviennent mères ou qui tombent enceintes lorsqu'elles vont à l'école, lorsqu'elles ont accès à cette éducation secondaire. Lorsque les femmes vont jusqu'au bout du cycle d'éducation secondaire, eh bien, dans leur vie, elles auront moins d'enfants. En fait, cette réduction est plus importante que la réduction de 1 enfant dont on parlait tout à l'heure et qui serait nécessaire pour pouvoir faire une différence de 3 milliards de personnes en termes de population mondiale d'ici à 2050. En ce qui concerne donc l'éducation secondaire, eh bien, effectivement, elle permet de réduire la fertilité totale de plus de 1 enfant par femme. Les taux de mortalité maintenant, en ce qui concerne les femmes éduquées ou en ce qui concerne plutôt leurs enfants. C'est-à-dire que leurs enfants s'en sortent mieux, c'est-à-dire que le taux de mortalité baisse. Alors ce sont des corrélations donc, qui sont basées sur des preuves de très bonne qualité. Nous pensons que chaque personne qui veut avoir accès à l'éducation doit avoir accès à une bonne qualité d'éducation au niveau secondaire. Deuxièmement, nous devons permettre aux gens d'éviter de tomber enceinte si elles le veulent. Ce qui veut dire que nous devons permettre l'accès à la contraception volontaire et au planning familial. Alors, il y a encore
jusqu'à 200 millions de femmes qui n'ont pas accès à la contraception. Le coût des services de contraception pour ces 201 millions de personnes se représentait 3,9 milliards de dollars par an. C'est ce qu'utilisent chaque semaine les États-Unis pour pouvoir soutenir les banques. Ces services permettraient d'éviter 52 millions de grossesses non voulues par an. Cela permettrait également de réduire de 22 millions les avortements et de 23 millions les naissances non planifiées. Lorsque nous avons un bon accès à la contraception et aux services de santé procréatifs, eh bien, les femmes recherchent l'accès à ces services. En résumé, alors je vais vous demander de vous préparer pour votre examen de demain. Encore une fois, la population a des interactions avec l'environnement, l'économie et la culture. Merci beaucoup pour votre attention et je serai heureux de prendre vos questions.